Il est donc temps de pouvoir dérouler les séquences de notre programme de cet après-midi. Après cette lecture du Coran, nous allons écouter un mot de bienvenue du président du collectif, M. Baro Mamadou. Sera suivi par une traduction de ce mot en arabe par mon collègue Ebéoul Bab. Ensuite, nous donnerons la parole à nos deux conférenciers, du moins le conférencier principal qui est le professeur Abdul Wadud Ould Cheikh. Et le moment venu, nous allons les présenter. Après la présentation par le professeur Wadoud, M. Khan Ousmane fera un petit complément et quelqu'un prendra la parole pour faire un petit résumé d'une dizaine ou quinzaine de minutes de ce qu'aura dit le professeur Abdul Wadud en arabe. Enfin, nous allons donner la parole à la salle parce que l'intérêt de l'exercice, c'est qu'effectivement, il y ait échange. Vous qui avez été invités et tous ceux qui sont venus spontanément, c'est sûr et certain que vous avez des choses à dire. Et l'intérêt de l'exercice, c'est justement recueillir les avis des uns et des autres. Je vois ici vraiment tout ce que la Mauritanie a de valeureux comme fils et filles, des intellectuels, des politiciens, des gens qui ont occupé de hautes fonctions dans l'administration internationale, dans l'administration du pays, dans le privé, dans le public, la société civile, etc., etc. Alors, enfin, je vais quand même dire quelques mots en arabe. بعد هذه التلاوة العطرة من الذكر الحكيم ستجري أعمالنا على النحو التالي. بعد قليل ستستمعون إلى كلمة من رئيس المنتدى الذي يوجد حاليا في أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد ذلك ستكون هناك ترجمة قصيرة لكلمته. بعد ذلك نلحي الكلمة إلى المحاضر عبد الودود أوuld Cheikh. يليه تكملة من طرف عثمان كان الذي يرافقه على الطاولة. بعد ذلك ستأتي ترجمة قليلة أو قصيرة لما سيدلي به الأستاذ عبد الودود أوuld Cheikh. بعد ذلك نحيل الكلمة إلى القاعة. كما ذكرت نحن مرتاحون بوجود هذا الطاقم في هذه القاعة التي تمثل ما يعيش في موريتانيا من مسؤولين من أطر أكفى من رجال ونساء في القطاع العمومي، في القطاع الخاص، في معنى كل الجوانب الحياة العامة في بلادنا. وبعد ذلك بعد النقاشات، لأن الهدف من إجراء هذا الحوار هو إثارة مثلا الحديث فيما بيننا في هذه النقطة المهمة في حياة بلادنا، لأنها تتعلق بالوحدة الوطنية. والوحدة الوطنية كما تعلمون موضوع مهم للغاية. إذن باختصار الكلمة للرئيس. Madame et Monsieur les représentants des partis politiques, Madame et Monsieur les représentants de la société civile et des syndicats, Madame et Monsieur les représentants de la presse, chers frères conférenciers Abdul Wadud Ould Cheikh et Monsieur Ousmane Kane, distingués invités, chers compatriotes, je rends grâce à Allah pour ce privilège qu'il m'accorde de pouvoir vous adresser ce message.
Au nom du collectif des cadres mauritaniens expatriés CCME et en mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue à cette première conférence débat intitulée Unité nationale, crainte et espoir. Le CCME est une association apolitique à but non lucratif servant de think tank pour la promotion d'un cadre libre d'échange, de concertation, de réflexion et de proposition pour un développement durable de la Mauritanie. Une des aspirations majeures de la diaspora membre du CCME est de pouvoir continuer à contribuer au développement de la Mauritanie à la hauteur de son patriotisme tant décuplé par l'éloignement géographique. Heureuse de mettre à disposition son expérience et ses compétences diversifiées chaque fois que possible. L'unité nationale en Mauritanie a fait l'objet de multiples discours politiques depuis l'émergence du pays en tant que nation. Cependant, la tenue de cet important concept d'unité nationale a pu voir parfois sa portée largement diminuée, tant le discours était déconnecté du contexte effectif de la réalité et en contradiction avec certains actes qui le sous-tendent. Pour être viable et porteur de changements réels, l'engagement pour l'unité nationale doit aller au-delà du niveau des mots et des symboles. Le choix de cette thématique fait partie dans l'eau d'autres sujets importants pour le pays que le CCME a décidé d'aborder de façon sérieuse. Esclavage, risque d'inondation en Nouakchott, Ebola, accès universel à la santé, bonne gouvernance, éducation, foncier, diplomatie, pour n'en citer que certains. Pour le sujet qui nous réunit aujourd'hui, celui de l'unité nationale, nous avons considéré qu'elle constituait une pierre angulaire sur laquelle sera érigé notre développement durable en tant que nation. Le succès sur tous les autres sujets en dépendra énormément. La note que le CCME a produite sur le sujet, au bout d'un long processus de consolidation en son sein, a été transmise dans un premier temps officiellement au gouvernement mauritanien en décembre 2018. Dans un deuxième temps, nous souhaitons la partager avec les autres acteurs nationaux. C'est pour cette raison que le CCME a choisi d'organiser une conférence débat sur ce thème intitulé Unité nationale, crainte et espoir, la première d'une série que nous comptons organiser à l'avenir sur d'autres sujets. Nos deux membres du CCME, le professeur Abdelwadoud Ould Cheikh et M. Ousmane Kane, que je remercie au passage, vont dans un premier temps vous présenter le contenu de la note du collectif. Nous espérons que cela permettra de susciter ensuite la contribution de tous les distingués participants présents dont la sélection a fait l'objet de concertation au sein des membres du collectif. Nous vous avons invités parce qu'il nous a semblé que vous êtes porteurs de quelque chose d'important sur le sujet dans le pays. Nous en avons certainement omis d'autres, mais nous sommes fixés un objectif de 100 invités pour des questions pratiques de logistique et de gestion fructueuse des débats. À vous tous et toutes qui avez honoré de votre présence cette invitation, je vous adresse mes remerciements profonds ainsi que ceux de tous les membres du collectif. Je souhaite un grand succès à cette conférence débat. Puisse-t-elle surtout aider à l'expression d'idées les plus positives possibles pour que vive une Mauritanie citoyenne, égalitaire, juste, libre et responsable. Qu'Allah bénisse la Mauritanie et son peuple. Je vous remercie. السيدات والسادة ممثلو الحكومة، السيدات والسادة ممثلو الأحزاب السياسية، السيدات والسادة ممثلو المجتمع المدني والنقابات، السيدات والسادات ممثلو الصحافة الوطنية، الأخوان العزيزان المحاضران البروفيسور عبدالودود والشيخ والسيد عثمان كان، السادة المدعوون الكرام، مواطنينا الأعزاء، أشكر الله العلي القدير على منحي هذه الفرصة للتوجه إليكم بهذه الرسالة باسم منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر وباسمي الخاص. أرحب بكم في هذه الندوة الحوارية المنظمة تحت عنوان الوحدة الوطنية مخاوف وآمال. إن منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر هو جمعية غير سياسية لا تهدف للربح، وتعمل بوصفها مركز أبحاث لترقية إطار حر للتبادل والتشاور والتفكير والاقتراحات من أجل تنمية مستدامة في موريتانيا.
إن إحدى أهم تطلعات أعضاء المنتدى الذين يعيشون في الشتات هي أن يواصلوا المساهمة في تنمية موريتانيا بما يتماشى مع وطنيتهم التي تضاعفت عشرات المرات بفعل بعدهم الجغرافي، وهم مسرورون بوضع تجاربهم وكفاءتهم المتنوعة تحت التصرف الوطني كلما كان ذلك ممكنا. كانت الوحدة الوطنية موضوعا للعديد من الخطابات السياسية منذ ميلاد الدولة ككيان وطني، ورغم ذلك فقد تقلص هذا المفهوم الهام للوحدة الوطنية في بعض الأحيان إلى حد كبير، إلى درجة أن الخطاب كان منفصلا عن السياق الفعلي للواقع ومتناقضا مع بعض الأفعال التي تشكل أساسا له. ولكي يكون قابلا للتطبيق وحاملا لتغييرات حقيقية يجب أن يذهب الالتزام بالوحدة الوطنية إلى أبعد من مجرد مستوى الكلمات والشعارات. إن اختيار هذا الموضوع يدخل ضمن مجموعة أخرى من المواضيع المهمة بالنسبة للبلد قد قرر منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر أن يتناولها بجدية، مثل العبودية، مخاطر الفيضانات في نواكشوط، الإيبولا، الولوج الشامل إلى خدمات الصحة، الحكم الرشيد، التعليم، الإصلاح العقاري، البيئة، الدبلوماسية على سبيل المثال إلى الحصر. وبخصوص موضوع الوحدة الوطنية الذي يجمعنا اليوم، نعتقد أنه يشكل حجر زاوية تبنى عليه تنمية بلادنا المستدامة، وعليه يتوقف عليه إلى درجة كبيرة النجاح في المجالات الأخرى. لقد تمت إحالة المذكرة التي أصدرها المنتدى في اختتام عملية مكثفة داخل هيئاته بشكل رسمي إلى الحكومة الموريتانية في مرحلة أولى في ديسمبر 2018. وفي هذه المرحلة الثانية وددنا أن نتقاسم المذكرة مع الفاعلين الوطنيين الآخرين، ولهذا الغرض اختار منتدانا تنظيم هذه الندوة الحوارية حول هذا الموضوع تحت عنوان الوحدة الوطنية مخاوف وآمال، وهي الأولى من ضمن سلسلة من الندوات ننوي تنظيمها مستقبلا حول مواضيع وطنية أخرى. وسيقوم عضو المنتدى البروفيسور عبد الودود والشيخ والسيد عثمان كان، اللذان أشكرهما بالمناسبة بعرض محتوى المذكرة أمامكم أولا، ونرجو أن تتبع ذلك مساهمة كل المشاركين المتميزين الحاضرين الذي تم اختيارهم بالتشاور بين أعضاء المنتدى. لقد دعوناكم لاعتقادنا أن لديكم ما يفيد البلد من قيمة مضافة حول هذا الموضوع، ولا شك أننا نسينا البعض، ولكننا كنا قد حددنا العدد ب100 مدعو لأسباب عملية تتعلق بأمور اللوجستية وبتسيير مثمر للمناقشات. إليكم جميعا أنتم الذين شرفتم بحضوركم هذه الندوة، أوجه شكري الخالص وشكر كل أعضاء منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر. وفي الختام أرجو أن تكلل هذه الندوة الحوارية بالنجاح، وأن تساهم بشكل خاص في بلورة أفكار أكثر إيجابية لكي تدوم موريتانيا دولة مواطنة ومساواة وعدل وحرية ومسؤولية. بارك الله في موريتانيا وشعبها. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لزميل بابا. Je signale, contrairement à ce que disait notre président, que je ne suis pas vraiment habilité à être en quoi que ce soit porte-parole de ce collectif. D'ailleurs, je me demande s'il devrait accepter les retraités là-dedans.
parce que c'est des gens qui sont, enfin en tout cas dans mon cas, pas très actifs. Mais comme ils ont eu la générosité de me payer un billet, il faut que j'essaie de le mériter. Donc je vais peut-être devoir vous importuner pendant 1 heure ou un petit peu plus, si on me laisse tout ce temps. Et je vais aussi sans doute vous entraîner dans une sorte de détour un petit peu long, parce que, enfin à la fois long et peut-être un petit peu dérangeant, pas trop j'espère, parce que la corporation dont je relevais cultive une sorte de scepticisme organisé, qui veut que l'on mette un petit peu en cause à peu près tout, pour que les gens essaient de réfléchir, ou inciter les gens si possible à réfléchir. Donc je vous inviterai à vous méfier profondément de ce que je vais raconter moi-même, et éventuellement à vous méfier aussi de ce que vous allez penser de ce que je vais raconter. Je vais procéder en 2 temps, là aussi pas tout à fait conformément à ce que notre président a annoncé. Je vais d'abord vous entraîner dans ce détour qui s'intéressera, disons, à une sorte d'arrière-plan historico-sociologique sur cette question très remplie d'embûches qui est la question de l'unité nationale. Et j'en viendrai à la fin de mon propos, en fonction du temps, mais je pense que j'essaierai d'y arriver, au contenu du document dont il a été question à l'instant de la part des présentateurs et du président. Je me servirai aussi d'ailleurs, en plus de la note rédigée par le CCME, à une note qui l'a précédée, qui a été rédigée par un ancêtre, pas vraiment un ancêtre, mais enfin un fondateur de ce collectif, qui est le docteur Yahya Al-Hassan, qui a eu la gentillesse de me communiquer ce texte, et qui ressemble beaucoup au texte que le CCME vient de rédiger et que nous avons l'intention de résumer pour vous. Alors, première partie de mon propos, je vais donc procéder à une sorte d'aperçu qui aurait pu être très très long, mais le temps ne me permettra pas d'être très long, donc je vais essayer de résumer ce que je vais raconter sur le plan historico-sociologique, parce que la question est aussi une question en bonne partie historique, et que la genèse des événements à laquelle la question de l'unité nationale a donné lieu sont eux-mêmes tributaires et nés dans un contexte historique assez particulier. Alors, premier point, un petit peu d'histoire, très peu d'histoire, hein. L'histoire étatique de la Mauritanie, comme vous le savez, et je suis en plus, oui, il faudrait quand même que je signale l'embarras qui me traverse, parce que j'ai un public qui est particulièrement bien informé, et moi je vis depuis une 20aine d'années dans un exil où on n'a que les fake news, comme dirait M. Trump, de Internet. Donc je vous prierai aussi d'être indulgent, y compris aussi pour les données factuelles que je pourrais être amené à utiliser, qui datent souvent, qui sont un petit peu anciennes. Alors, un petit peu d'histoire d'abord. Je disais que l'histoire étatique de la Mauritanie est une chose relativement récente. Elle ne date pas tellement d'avant la colonisation française, je dirais. Il y a eu certes les grands empires, dont vous avez tous sûrement entendu parler, l'empire de Ghana en particulier, donc 9e, à peu près 12e siècle, et qui a laissé quelques traces. Tout à l'heure, quelqu'un m'a parlé de Azer. Effectivement, d'ailleurs, le nom, il y a une sorte de ruse, ce que Hegel aurait appelé une sorte de ruse topographique ou toponymique de l'histoire, qui veut que le nom le plus arabe qu'on retient pour la Mauritanie en général, Chenqirt ou Bilad Chenqirt, est en réalité un nom soninké. Hein. D'après Sidi Abdullah al-Hajj Brahim, dans son texte très connu de 1791 qui s'appelle Sahihatun Naqli fi Alawiyati Idawa Ali wa Bakriyati Mohamed Ghalli, il dit Chenqirt ou Chenjit, ça veut dire Uyun al-Khayl, ça veut dire les sources aux chevaux. Et le regretté Ousmane Diagana, que je connaissais bien, qui est un ami, et ça c'est des choses qu'on trouve d'ailleurs dans une autre source qui existait antérieurement, dit que ça c'est des termes du soninké. Et en réalité, ce qu'on appelle l'Azer, qui a persisté, et je vois aussi que des personnes ici intéressées par la question, on a trouvé un petit peu à Tichit notamment, mais aussi à Ouadan, par exemple, c'est le Razg, un passage célèbre dans l'Ouassit à propos d'un dialogue qu'il a avec une personne à Ouadan, dans les années 1730 peut-être, ou quelque chose comme ça, et qui, à l'époque, à Ouadan, on parlait aussi un petit peu Azer. Et l'Azer est ce que peut-être les linguistes auraient appelé une sorte de koiné, un langage commercial
un peu comme le Sonrail, qu'on trouve encore très au nord, on trouve le Sonrail jusqu'à Sidi Massa, et probablement que l'Azer était peut-être une des langues, ou la langue de commerce d'une bonne partie de la région, à l'époque où l'Empire de Ghana était la formation étatique hégémonique. On a aussi évidemment l'histoire des Almoravides et du Takrour, ce mystérieux État dont on ne sait pas grand-chose. D'ailleurs, les Almoravides, pas grand-chose non plus pour leur partie mauritanienne, mais on a un peu plus d'idées sur ce qu'ils étaient. Et ce qui m'intéresse un peu dans leur affaire, je ne vais pas m'étendre sur leur histoire que vous connaissez certainement tous, mais je vais juste mentionner pour essayer d'un peu plus mériter le côté consensuel de l'intervention pour laquelle j'ai rassemblé des notes, les choses qui indiquent un petit peu de recoupement et de proximité entre les populations justement de cet éclour mythique, dirigé par une première dynastie qu'on appelle les Diaogo, dont on ne connaît pas grand-chose, mais qui pourrait aussi elle-même avoir quelque chose à voir avec le monde sanhagien ancien, peut-être. Mais ce que l'on sait en tout cas, ou ce que l'on croit savoir, à partir notamment des notations d'Al-Bakri, au XIe siècle, qui n'a jamais mis les pieds dans la région, mais qui a recueilli, il avait une table ouverte du côté de Huelva et de Cordoue, et il recevait pas mal de gens qui voyageaient et qui lui rapportaient des choses. Et il a été un des premiers témoins intéressants, enfin en tout cas celui qui a écrit les plus choses intéressantes en contemporain des Almoravides. Il vivait à l'époque exactement où le mouvement almoravide s'est déclenché. Et il signale par exemple que le Takrour a été islamisé par un certain Wardi, enfin on transcrit ça maintenant, on le prononce Wardiabi ibn Rabis. Selon Al-Bakri, donc Takrour aurait été islamisé avant donc la région ne soit, c'est le sud, c'est une région peut-être au sud enfin dans la vallée du Sénégal actuelle, mais on ne sait pas très bien exactement où, dans les années donc 1040-1041, à peu près au moment où le mouvement almoravide lui-même commençait à s'installer. Et il signale également que Abou Bakr, donc le personnage que vous connaissez, était accompagné dans le Dar'a, dans le Ouad Dar'a, dans les combats qu'il menait, par un certain Ahmadou Agnou. Et Agnou, disait le Mukhtar al-Hamidoun, ça veut dire le noir. C'est Ahmadou, le Takrouri, le tout couleur, ou le Kori plus exactement. C'est quelqu'un qui est vraisemblablement issu des populations noires du sud de la Mauritanie. Et il y a aussi, et il disait d'ailleurs dans le même texte, Al-Bakri disait qu'il se trouvait également le fils de Wardiabi, Labbi ibn Wardiabi, ou Wardiaï, qui était lui-même le chef du Takrour, Raïs Takrour, et qu'il a accompagné et soutenu donc les combats sans doute ce qui pouvait être les combats entre une partie des troupes almoravides contre une autre partie, parce que Abou Bakr était assiégé et que Ahmadou Agnou se trouvait avec lui. Et ces événements se seraient passés probablement dans la région de l'Adrar dans les années 1046-47. Il y a aussi l'Empire du Mali. Et l'Empire du Mali, vous avez sans doute connaissance des textes du récit d'Ibn Battuta, cette espèce de globe-trotter originaire de Tanger, qui est passé là-bas à Walata en 1352. Il est resté 2 mois. Il appelle ça Iwalaten d'ailleurs, il ne l'appelle pas Walata. Et il dit cet endroit a été gouverné par un certain Farba Hussein. Farba voulant dire, dit-il, Raïs, non, Farba voulait dire, il dit d'abord cette région est Awal Amal al-Soudan, c'est la première région gouvernée par les Noirs. Et il était assez choqué lui-même, bon c'est une sorte de courtisan à sa manière, mais il est défenseur aussi un petit peu du monde auquel il appartient. Il était assez étonné du mépris que les Noirs avaient pour les Blancs, qu'il appelle le Biran. Il était surpris que ce gouverneur qui était issu de l'Empire du Mali n'avait qu'une forme assez prononcée de mépris pour les Blancs. Donc vous voyez, le rapport de force à l'époque n'était pas tout à fait celui qui éventuellement s'introduirait quelques années ou quelques temps plus tard. Mais ces formations politiques, en réalité, on n'en sait pas grand-chose. Concernant leur fonctionnement institutionnel, il y a des spéculations là-dessus, mais elles sont, à mon avis, et là je parle sous le contrôle des historiens, dont je vois certains devant moi également. On ne sait pas grand-chose en réalité sur le mode de fonctionnement de ces formations étatiques anciennes. On a quelques indications plus précises sur des proto-États qui leur ont succédé beaucoup plus tardivement, qui n'en sont pas du tout la continuation, qui sont, comme vous le savez aussi, les Émirats, ce qu'on appelle les Émirats morts, sur lesquels il y a toute une littérature, la principauté du Wallo également, sur laquelle on a pas mal d'informations relativement, sur les Denyankobé, sur lesquels également on est pas mal renseigné.
et sur l'Almamia du Fouta. Tout ça, on a, notamment par Cheikh Moussa Kamara, sur lequel je vais peut-être dire un mot tout à l'heure. Tout ça, tout au long de la période, disons, qui va du 15e au 19e siècle. Mais ces formations n'avaient pas non plus de consistance étatique véritable, parce que je pense que d'abord leurs frontières géographiques, mais il y a quelqu'un ici qui a essayé de délimiter par exemple les Trarza, Mokhtar al-Saad a essayé un effort sérieux pour tenter de voir un peu à quoi correspondaient les frontières, les limites de l'émirat du Trarza. Mais je pense que c'est quand même des frontières extrêmement floues, et on a affaire plutôt à des allégeances de groupes et de personnes qu'à véritablement des espèces de frontières établies. Et on n'a rien qui ressemble à ces appareils spécialisés que sont l'armée, la justice, les douanes, tout ce que vous voulez, qui ressemblerait véritablement à quelque chose qui pourrait constituer un État. On n'a pas ça dans ces formations anciennes. Leur fiscalité ressemblait, je dirais, plus aussi à du racket plus ou moins organisé qu'à un véritable système d'impôt digne de ce nom. Les systèmes dans lesquels la transmission du pouvoir s'effectuait étaient aussi relativement chaotiques. Bon, peut-être que les coups d'État, au fond, n'ont pas immensément amélioré les choses, mais en tout cas, on ne savait pas trop qui devait céder vraiment à qui. Et dans bien des cas, c'était une affaire un peu incertaine, dans laquelle l'assassinat pouvait jouer un rôle de quelque importance. Malgré tout, ces États, leur système était bridé aussi quand même par l'islam, relativement, et l'islam qui montrait aussi, enfin, utilisait d'une certaine façon. Moi, dans des choses que j'ai écrites il y a très longtemps, je parlais d'une sorte de ce que j'appelle une stratégie de l'épitaphe, c'est-à-dire une sélection posthume des bons guerriers pour les lettrés, qui savent ce qui se passe dans l'au-delà, bien sûr, hein, c'est un peu leur travail, et qui disent, si vous voulez être vraiment bon pour vous-même et pour l'au-delà, il faut que vous soyez bon pour les oyeux, pour les faibles gens, pour tout le monde, etc. Et par exemple, vous avez la célèbre Marsiya de Oulrazg pour Amr al-Jayil, mort en 1703. Vous avez un texte très connu également de Mohamed al-Dalid Daimani, qui est un éloge de Ahmed al-Haybo al-Nurmash dans les années 1760. Et tout ça, ça consiste à essayer de rattraper ces gens-là dans l'au-delà pour dire votre statut vous oblige en quelque sorte à devenir des gens bons, hein, des gens bons pour l'au-delà surtout, mais bons pour aussi les gens d'ici-bas. Et d'ailleurs, aussi, petit détail sur la différence d'estimation que l'on peut avoir sur le caractère islamique de ces États, ou plus ou moins, enfin, qui n'étaient pas très islamiques. Mais par contre, le Fouta était, Cheikh Mohamed El-Mami notamment le dit dans Kitab el-Badiyya, il dit, voilà, je viens de passer à un endroit qui s'appelle Djawlemet, qui est peut-être Dialmat, dans le sud, pas loin de l'embouchure du Sénégal. Et il dit, j'ai vu là un wali qui s'appelle l'Almami, enfin, il n'appelle pas l'Almami. D'ailleurs, entre parenthèses, Cheikh Mohamed El-Mami, son nom vient des Almami. D'ailleurs, il le dit lui-même dans des vers assez connus, notamment dans son Nadm al-Badr al-Kabir. Il dit, قال محمد الفقير الله أين ابن البخاري ابن حبيب الله سمي والي بوصياب المامي voilà محل الشاهد صاحب الاستهداف بالنظام. Donc il dit clairement que son nom lui-même, Cheikh Mohamed El-Mami, qui est mort, enfin qui est né probablement entre les années 1786 et 1791 et qui est mort en 1865. Il était lui-même très lié apparemment à la fois par son nom déjà, mais aussi par les éloges qu'il va faire pour le Hajj Omar notamment, à ce monde du sud du fleuve qu'il a fréquenté, qu'il a visité pendant sa jeunesse, probablement en leur racontant un petit peu des choses qui permettent de vivre là-bas, mais ça c'est un peu la tradition, ce qu'on appelle Raïbit Gbilit al-Bahar, plus tard. Donc, il dit, Cheikh Mohamed El-Mami dit, nous sommes un pays de désordre. Il y a plusieurs noms pour ça. Le plus important, enfin le plus amusant pour moi, c'est celui de Al-Mankib al-Barzakhi. J'aurais tendance à traduire par isthme de nulle part, parce que la notion de Barzakh est elle-même une notion très compliquée. Et Mankib, c'est l'épaule, mais ça veut dire en fait un endroit qui s'avance quelque part, mais où il n'y a pas c'est le désordre, quoi, c'est la pagaille. Et il dit, nous sommes une zone de désordre entre deux pays administrés. L'Amal el-Bosséabiyé, c'est-à-dire le pays des Bosséabés, qui est administré, lui, et l'Amal el-Alaouiyé, c'est-à-dire l'État alaouite du Maroc. Donc il y avait aussi ce bridage, si vous voulez,
ce bridage par l'islam qui permettait d'avoir quelque chose qui ressemblait à des formations proto-étatiques, mais aussi la question, peut-être aussi les conduites liées à l'honneur. Là aussi, j'ai envie de citer un témoignage rapporté par le voyageur écossais qui s'appelle Mungo Park, qui est arrivé dans cette région là-bas, vers les années 1796-97, qui a été d'ailleurs prisonnier de Ali Oul-Amar, le chef de l'Ad Mbarak dans cette... Bon, les femmes, ne l'ont pas traité avec beaucoup d'amitié, parce que c'était une curiosité pour elle. Enfin, il a souffert chez les Ad Mbarak. Hein. Mais il dit qu'on lui a raconté, il est arrivé pas très longtemps après une bataille assez célèbre, qui s'appelle la bataille de Bungouye, si je prononce peut-être mal, entre l'imam Abdelkader du Fouta Toro et le damel du Cayor, qui s'appelle Amari Ndate Yalla Kumba Fall. Et il dit voilà, lors de cette bataille, les Foutanké ont été vaincus. Et on a amené l'Almami Abdelkader en chaîne devant le leader, le dirigeant Wolof. Et le dirigeant Wolof lui a dit, Imam Abdelkader, si c'était moi qui étais dans les chaînes à ta place, qu'est-ce que tu ferais de moi? Et l'imam Abdelkader, très fier, lui dit, je prendrai mon épée et je te la planterai dans le cœur. Et le damel a dit, non, moi, c'est pas ça que je ferai avec toi. Je vais te garder, tu vas réfléchir pendant un certain temps, et puis quand tu auras compris que tu as accompli des choses, que nos épées sont trempées de sang jusqu'à n'en plus finir, et toi, tu vas réfléchir un petit peu, et après, on verra ce qu'on pourra faire de toi. Voilà. Pour dire que c'était la question de l'honneur, si vous voulez, et le respect des valeurs qu'on trouvait dans ces milieux-là, que peut-être on a moins envie de retrouver plus tard. Mais je suis déjà en train de consommer mon crédit terriblement. Il y a des échanges, si vous voulez, culturels aussi, qui sont très intéressants, et que je mentionnerai tout à l'heure, mais je vais y revenir. Ces formations étaient aussi liées entre elles par des liens assez complexes, où se mêlaient à la fois les inimitiés assez enracinées, les stéréotypes racistes, qui sont universels mais qui sont aussi d'ici, c'est-à-dire les Noirs sont ceci, les Blancs sont cela, etc., mais aussi des alliances et des combats menés ensemble, en commun. Par exemple, je crois savoir que les Oulad Ahmed étaient souvent associés au Halaïbé contre les Oulad Sid. Nous avons aussi un indice très intéressant, intéressant, en tout cas réel, sur la mort de l'émir des Trarza, Ali El-Khoury, en 1786, dans une bataille où il y avait conjointement d'un côté les Brakna et les gens du Fouta Toro, à l'époque d'ailleurs de l'Almami Abdelkader, qui a succédé à Suleiman Bal à partir de 1776. Et d'ailleurs, lequel Imam Abdelkader, qui était entre parenthèses dans le même établissement d'enseignement chez les Aid al-Aql que Mokhtar Ould-Bouna, qu'Ahmed al-Aql. Et Mokhtar Ould-Bouna, d'ailleurs, va lui envoyer des remontrances, des lettres de remontrance qu'on trouve dans un texte qui s'appelle un texte assez connu de Cheikh Moussa Kamara. J'ai le titre quelque part que j'ai... Il est au début, oui, on me dit que j'ai... Voilà, c'est celui-là, oui, voilà. C'est المجموع النفيس سرا وعلانية عن بعض السادات البيضانية والفلانية, qu'on trouve sous forme de manuscrit, mais qui a été traduit pour ceux qui aimeraient le lire en anglais. Il existe en anglais, traduit dans une thèse de Harvard en 1977. Et donc Abdelkader était associé, était lié à cette... et il avait été l'élève en même temps que Mokhtar Ould-Bouna, le grand grammairien et le musicien que vous connaissez, et Ahmed al-Aql ont été des élèves de Khadija bint Mohamed al-Aql, qui a enseigné une logique un petit peu élémentaire, hein, c'est les catégories d'Aristote revues à partir d'un texte oriental qui s'appelle les agogues de Porphyre. Enfin, c'est quelque chose de pas très sophistiqué, mais c'était quand même de la logique grecque enseignée dans cette région à laquelle l'imam Abdelkader était associé. Et il va donc se faire des remontrances par son ancien copain d'école, Mokhtar Ould-Bouna.
Je vais maintenant faire en sans transition à la sociologie de cet espace en quittant l'histoire. Et pour dire, là aussi, j'enfonce des portes ouvertes et dis des choses que vous connaissez tous certainement, et encore mieux que moi, que cet espace était un espace agro-pastoral fondamentalement, avant les années 1950. Et mais ça a bougé, hein, ça a pas mal bougé, comme vous le savez aussi, depuis surtout la crise climatique des années 70, fin 70. Et on estime aujourd'hui, je crois, enfin j'ai les chiffres en tout cas du recensement de 2013 sur la population de Nouakchott qui approchait déjà le million. Celle de Nouadhibou dépassait les 100 000 habitants. Et en gros, cette population va devenir une population essentiellement urbaine elle commençait à devenir essentiellement urbaine à partir des années 70. Et alors qu'on disait jusqu'en 65 que la population était nomade à plus de 65%, les recensements de ces années-là, les premiers, les suivants, ont donné quelque chose comme seulement 3 à 5% depuis, et je pense qu'il y en a même peut-être un peu moins aujourd'hui. On dit aussi que c'est une population qui était assez fortement analphabète. Il y a eu on l'a souligné tout à l'heure, les progrès de l'éducation. Bon, la qualité de l'éducation, je vous laisse juge, moi je ne suis pas là pour me dire des choses méchantes, mais disons que c'est pour le moins contrasté pour employer un euphémisme diplomatique. Mais on dit que c'est 95,3% à peu près les gens scolarisés entre 7 et 15 ans. Mais l'analphabétisme reste quand même très, très, très prégnant et vous devez sans doute imaginer qu'avec le poids de l'analphabétisme, je dis tout à l'heure un mot si je peux y arriver à la pauvreté, la conjugaison analphabétisme-pauvreté ne produit pas un esprit critique considérable, je crois, et elle n'est pas non plus favorable à justement à cette recherche d'un consensus transethnique que c'est éventuellement que nous rechercherions à travers l'association qui a été présentée tout à l'heure. Et parce que ces milieux sont surtout des milieux regroupés autour d'un système de parenté, des réseaux de parenté. Et là, je vais aborder la question de la Kabila et de l'ethnie. Si je voulais vraiment être très ennuyé, si j'avais beaucoup de temps, je pourrais faire un propos très très long là-dessus, mais je vais essayer d'être relativement bref, parce que je n'ai pas malheureusement beaucoup de temps. Et je vais commencer par la tribu, la Kabila. Vous savez tous à peu près ce que c'est. Moi, je m'appuie surtout sur Ibn Khaldoun, cet historien qu'on qualifie parfois de sociologue du XIVe siècle arabe, qui est mort en 1406. Et Ibn Khaldoun fonde la vision de la tribu, de la Kabila, sur ce qu'on appelle la Asabiyya. La Asabiyya, on a traduit ça par esprit, sentiment de groupe, solidarité par les hommes, parce que ça ne compte pas, les femmes ne comptent pas tellement dans ces dispositifs dits patrilinéaires. Enfin, elles comptent pour certaines choses, mais elles ne comptent pas pour les solidarités, notamment pour la rétorsion et la guerre, parce que la tribu est d'abord et avant tout une entité organisée pour se battre contre les autres. Et elle ne supporte pas tellement la pacification, au fond. Ça ne l'arrange pas tellement. Il faut un brin d'instabilité, un brin de guerre extérieure. Sinon, on se divise à l'intérieur. C'est ce que disait, paraît-il, l'Hizam el-Ma'youf dans les années 1890, quand l'émirat de l'Adrar se battait contre les gens du Tagant. Il dit « Sebgoun el-Barraniyin ». Lui, il était en exil dans la région de l'Inchiri, là. Et il a appris que ses cousins sont en train de se battre avec d'autres. Il dit « On va commencer par les étrangers, et puis après, on réglera nos comptes entre nous ». Donc la tribu, c'est une chose qui doit éclater elle-même, mais quand elle n'a pas de raison d'éclater, elle garde une certaine unité, et elle va devenir, dans le contexte post-colonial surtout, enfin, elle a déjà commencé à être utilisée à l'époque coloniale, parce que vous savez que les recensements, la collecte des impôts, toutes ces choses-là, la tribu intervenait là-dedans. Et donc certains anthropologues, un petit peu, qui voudraient être très sympathiques aux colonisés, etc., vont jusqu'à dire les tribus et les ethnies ont été inventées par la colonisation. Moi, je n'irai pas jusque-là, parce que je crois que la colonisation n'a inventé ni les langues, ni les traditions, ni les systèmes de mariage, ni... J'ai oublié de parler tout à l'heure de mes... je passe, parce que sur le système matrimonial, par exemple, le mariage avec la bint el-am, et surtout ce que les anthropologues appellent... l'hypergamie féminine, c'est-à-dire l'idée que dans un système tribal comme celui que nous avons ici, un homme, normalement, plutôt une femme, ne peut épouser que quelqu'un de statut équivalent à celui de son père ou supérieur. Parce que c'est une société qui est très stratifiée, dans laquelle vous avez, comme vous le savez tous, des gens qu'on appelait les Hassan ou Arabes, d'autres qu'on appelait Zouaï ou Tulbe, d'autres qu'on appelle Azanag, d'autres qu'on appelle griots, les artisans, les haratin et les esclaves. Tout ce monde était très hiérarchisé, et le système matrimonial était un moyen de défendre
ces enclaves sociologiques et de préserver en quelque sorte un mode de fonctionnement qui était à l'abri de mélange parce que, comme disait le dicton hassania, il asma soujloud itgadou jloud. Ce qui est une sorte de rétrospection, si vous voulez, d'une projection dans le passé. Si les peaux se touchent, les aïeux deviennent égaux. Et donc on tente de préserver cette séparation. Mais dans le contexte contemporain, les tribus vont devenir des sortes de moyens à la fois d'assurance, de promotion, des lobbies de placement et des lobbies aussi de captation de ceux qui sont placés d'ailleurs. Parce que même si vous n'êtes pas placé par votre tribu, une fois que vous êtes placé, vous êtes quand même tributaire de la tribu. Et donc vous allez quelque part être un petit peu rattrapé et repris par ce système. Maintenant, ça commence peut-être un petit peu à bouger parce que le système patrimonial lui-même commence à avoir quelques difficultés. Bon, on a dans les communautés noires de Mauritanie, pour simplifier la présentation, à peu près les mêmes structures hiérarchiques que celles que nous avons dans la société maure. Vous avez chez les Pularophones, par exemple, l'opposition entre les Rimbe, qui comptent différents groupes, les Torobé, Sebé, Diawambe, Soubalbe, et les Nienbe, qui comptent les Laobé, les Bournabé, c'est-à-dire les potiers, céramistes, les Wambabé, c'est-à-dire les griots, etc. Et tout ça s'est opposé aussi aux Diabé, qui inclut les dépendants, notamment les Matioubé, les esclaves. Vous avez la même chose chez les Soninké, avec l'opposition entre les Tunka ou les Horé, Tunka Lémé, et opposé au système des Nyakamalas, c'est-à-dire ces systèmes de caste dans lesquels il y avait notamment les griots et artisans. Et vous avez chez les Wolofs exactement, enfin à peu près exactement le même système, avec l'opposition entre les guerres, les Nienyo. Les guerres, c'est en quelque sorte l'aristocratie ou les gens nobles, qui comptaient notamment ce qu'on appelle les Diambour ou les Badolo, et puis les Nienyo, qui sont les artisans, les boisseliers, les griots, etc. Et les Diam, les esclaves aussi. Vous aviez les esclaves dans cette société Wolof, qui était également une société hiérarchique esclavagiste. Je passe à ces ethnies pour dire deux mots, j'espère pas trop plus, pas beaucoup plus, de ces systèmes, de ces ethnies. Bon, l'ethnie non plus, on ne sait pas trop ce que c'est en vérité. Bon, les ethnologues s'en sont pas mal occupés parce que ça donne le nom de leur discipline, mais ils ne savent plus quoi en faire en vérité, parce que ça les embarrasse. L'ethnie est une sorte presque de nation au rabais, une nation à laquelle il manque quelque chose. Il manque notamment un État. Mais ces ethnies entretiennent des rapports complexes avec les frontières. Ils entretiennent des rapports complexes avec le milieu écologique, avec leurs propres structures hiérarchiques internes, avec le rapport avec les autres groupes, parce que pas mal de gens qui se sont penchés sur la question, je pense ici notamment à un anthropologue norvégien qui a écrit un bouquin qui utilise pas mal les anthropologues. Je vous passe son nom parce que ça n'a pas d'intérêt. Je n'ai pas donné une bibliographie ici, ça n'aurait pas d'intérêt. Mais qui explique que les ethnies sont des entités essentiellement oppositives et relatives, un peu comme les phonèmes de la langue diraient les structuralistes, c'est-à-dire qu'elles n'existent en quelque sorte que par opposition, fondamentalement par opposition. Et ça, vous le voyez par exemple dans la taxinomie que nous avons ici, son évolution. Par exemple, vous aviez... Je me souviens qu'en 1977, il y a eu un recensement, le premier grand recensement national. Dans le temps, on classait les Peuls avec les nomades. Ils étaient à part du monde de ce qu'on appelait dans la littérature coloniale les tout-couleurs. Et des groupes de recenseurs issus des communautés poulards avaient dit non, on ne va pas recenser les Peuls à part des poulards parce qu'ils parlent la même langue. Alors que pourtant, dans les stéréotypes poulards eux-mêmes, vous avez parfois quelques traces d'une opposition parce qu'ils ne se portent pas exactement le même nom. Et puis il y a ce proverbe assez connu, dicton, qui dit Pullo Arani, Chapachu Arani. C'est-à-dire, rien n'a été volé, donc ni Peul ni Maure ne sont arrivés chez nous. Donc, vous avez cette opposition qui existe. Vous avez le système, vous avez l'apparition des Haradines ou de leur porte-parole comme ethnie, presque maintenant. C'est vendu à peu près comme ça. Et donc, ça, je crois que c'est à la fois produit de l'évolution écologique que j'ai évoquée tout à l'heure très brièvement, mais aussi des conflits internes. Et vous avez toute la taxinomie, toute la classification qui va suivre ça. Parce qu'on est parti de la terminologie coloniale française, on est parti des tout-couleurs, des morts, et on est arrivé maintenant à des choses comme négro-africain, voire négro-mauritanien, voire arabo-négro-mauritanien, comme dit Yahya dans son texte que j'ai cité tout à l'heure. Vous avez donc une sorte de mélanisation, je dirais, du jargon politique ou des classements politiques
qui font qu'on va s'appuyer de plus en plus, par exemple, sur la couleur pour dire il y a une sorte de séparation entre un monde qui serait un monde essentiellement noir, par exemple, et un monde qui le serait moins ou qui ne le serait pas du tout. Alors que mort, en réalité, dans les langues européennes, ça veut dire noir, hein, je vous signale au passage. Parce qu'un célèbre personnage qui s'appelle Othello de Shakespeare est un noir. Enfin, il est considéré comme... Et on l'appelle le mort, hein, dans la pièce de Shakespeare. Mais, il y a la question très épineuse des proportions démographiques aussi quand on touche à ces affaires d'ethnicité et de groupe. Et là, je vais fâcher peut-être tout le monde en rappelant les seuls chiffres qui me paraissaient à peu près fondés sur quelque chose que Francis de Chassé a cité dans sa thèse et qui reprennent une enquête, la seule à mon avis un petit peu sérieuse, mais partielle aussi, menée en 1958, c'est pas récent, hein, qui disait qu'à peu près, mais ces chiffres sont évidemment manipulables, manipulés, et ne satisfont personne, hein, parce que lui, il a dit les poularophones, d'après cette enquête à l'époque, ceux qui parlent de Hassania, on regroupe évidemment les Haratines avec les morts dits blancs, constituaient 80% de la population. Les poularophones étaient de l'ordre de à peu près 14%, les Soninké quelques 4%, et les Wolofs entre 1 et 2%. Mais l'enquête démographique de cette époque-là disait qu'il y a un dynamisme démographique de ces groupes sédentaires qui est beaucoup plus important, et probablement que ces proportions vont s'inverser au bout d'un certain temps. Et de toute façon, l'enquête n'était que partielle. Mais par la suite sont arrivées énormément d'estimations chiffrées données par des gens qui n'ont aucune base, à mon avis. Enfin, en tout cas, je n'en connais pas les bases. Mais elles traduisent la volonté d'autopromotion ou d'autogonflement de son propre groupe. On voit des chiffres sur les Abides, sur les Haratines, sur... bon, tout ça, on ne sait pas en réalité. Quand on dit les Haratines ou les Abides sont la moitié de la population hassanophone, on n'en sait rien. Hein. On peut dire, oui, j'ai vu dans un village, j'ai vu dans 2 villages, j'ai vu dans telle banlieue de Nouakchott, etc. Mais on n'a aucun, à ma connaissance, si vous en avez une, je serais très content de l'entendre, mais je n'en vois pas. Bon, là, j'ai déjà mangé, je crois, une demi-heure et un peu plus, 5 minutes. Donc là, je vais arriver après les ethnies et les tribus, j'arrive à quelques mots sur les classes sociales. Bon, c'est des choses dont on ne parle plus beaucoup. À l'époque où le marxisme était très à la mode dans les années 70, je vois ici quelques anciens de nos dirigeants gauchistes des années 70, quand le marxisme révolutionnaire marchait bien dans ces années-là, pardon, ils sont nombreux ici. À cette époque-là, on disait, et c'était probablement pas faux, qu'il y a des classes en formation. Hein, on parlait de classes en formation, sans d'ailleurs s'appuyer véritablement sur des données, parce que les données démographiques que j'ai pu consulter par la suite, mais qui sont déjà anciennes, disent que par exemple l'emploi de type urbain, sur la base duquel on pourrait estimer qu'éventuellement des classes sociales vont émerger, si on en enlève l'emploi administratif qui en constitue à peu près 20%, n'était que de l'ordre de, je crois que c'était à peine 4% de l'ensemble de ce qu'on considère comme des employés, des gens qui ont un salaire, etc. Donc, ça veut dire que la niche sociologique dans laquelle pourrait apparaître quelque chose comme des classes sociales était relativement réduite et restreinte. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui émergent à l'intérieur de ce système dit moderne, ou des classes sociales en cours d'émergence moderne, ne pèsent pas d'un poids plus lourd que ce qu'il a réellement, parce que ce secteur, comme vous le savez, est un secteur qui est devenu, à partir surtout du moment où le monde rural ne fournissait plus de moyens de subsistance, et à partir du moment où il y a une sorte d'un début d'inversion des proportions entre les sédentaires et entre les urbains, les gens qui habitent dans des agglomérations de plus de 5000 habitants, qui sont devenus maintenant la majorité de la population, en tout cas une petite majorité, ils sont peut-être de l'ordre de 55% ou quelque chose comme ça. C'est dans ce milieu-là que peuvent apparaître des classes de type nouveau. Donc leur poids sur la société est beaucoup plus important. Et on a pu penser qu'il y avait ce que les Kadihines à l'époque appelaient une bourgeoisie bureaucratique ou une bourgeoisie comprador, et une classe ouvrière en formation, ce que d'ailleurs des enquêtes comme celle de Pierre Bonte, par exemple, dans le Nord, avaient plus ou moins montré, mais assez superficiellement, parce qu'il disait, dans le système de Miferma, quand on interrogeait les gens, il y avait un début de mentalité ouvrière qui était en train de se développer. Et il dit, on se rattache plus à sa catégorie, sa hassanisation du terme catégorie, à sa qabila pratiquement. Il dit, te gorikem, toi tu es de quelle catégorie, hein?
au lieu de demander taqabiltmen. On dit, ah bon, toi tu... Et d'ailleurs, la discrimination qui était organisée par la société Miferma, discrimination géographique hein, dans les cités, était elle-même un facteur qui favorisait ce type d'identification partielle. Mais, et aussi, je dirais que la première administration mauritanienne, mais là on va m'accuser, peut-être pas à tort, parce que j'ai un petit côté nostalgique pour cette administration. Je songe notamment à un personnage décédé qui s'appelle Kamara Seydi Boubou, qui était une sorte d'emblème de la volonté de bureaucratisation de la fonction publique et qui a été considéré comme un sujet assez redoutable. Cette petite administration, je dirais, héritière de la colonisation. Tiens, d'ailleurs, dans une enquête que j'ai menée avec Pierre Bonte, on a trouvé un vieux monsieur qui devait être un genre d'auxiliaire, qui avait un vague souvenir de l'idée d'une sorte d'équité coloniale. Il nous a dit « Où est l'istiqlal? Quand est-ce que finit l'indépendance ?» Enfin, il était... donc, il avait une sorte de vision, si vous voulez, rétrospective de ce type d'organisation qui reflétait quelque chose d'un peu plus neutre et bureaucratique d'une certaine manière que ce qui a été connu par la suite, y compris malheureusement au sein de l'héritière de la Miferma elle-même, parce que je crois, d'après une enquête que j'avais aussi menée avec Pierre Bonte, le regretté Pierre Bonte, dans les années 2000, enfin 99-2000, même la bureaucratisation qui s'est développée dans cette société a connu un freinage assez fort, à cause notamment de la sous-traitance, de la délégation de bonne partie du travail qui s'y fait à des sphères extérieures. Et nous avons recensé pas mal de récriminations, notamment dans les milieux de ce qu'on appelle les négro-africains qui se sentaient marginalisés aussi dans ces dispositifs et plus à mesure de faire valoir leurs compétences, un peu comme ils pouvaient éventuellement le faire à l'époque antérieure. Mais donc pour continuer un peu l'éloge de cette petite bureaucratie naissante, ce sont des gens qui... C'était un petit monde qui était issu de la ruralité, qui était assez frugal. Il suffisait de manger un peu de viande séchée et puis de boire du zrik sous une tente pour se sentir très bien. Donc il n'y avait pas encore les 4x4, il n'y avait pas tout ce système. Et surtout, la population rurale n'avait pas besoin de ces gens, fondamentalement. Je crois qu'ils pouvaient mener un peu leur petit train de leur côté, et puis la population était ailleurs. Et donc je pense que c'est ça qui faisait que... notamment le système qui va advenir et qui va se développer de la prévarication, de la corruption, de ce qu'on appelle la mauvaise gestion sous toutes ses formes, va se développer avec cette arrivée puissante du monde rural qui va en quelque sorte rattraper l'univers urbain ou pseudo-urbain qui s'est constitué à la faveur de la sécheresse. Ceci s'est accompagné aussi, et là je disculperai un petit peu les autorités, même si l'affaire est très politisée et très complexe. Ça va également donner un coup d'accélérateur formidable à l'arabisation du système scolaire. Pour plusieurs raisons, je dirais, pas uniquement que démagogiques, parce que d'abord l'arabisation, ou l'arabe, a des racines ici qui sont très anciennes. Hein. Les gens enseignent ici depuis des lustres, et ils ont un patrimoine, même si on peut le brûler parfois si on n'en est pas très satisfait, mais c'est quand même un dispositif qui était assez costaud et qui était porté par un groupe de gens importants. Et quand sont arrivées ces vagues rurales très puissantes, et que la scolarisation, je vous rappelle que le niveau de scolarisation de l'époque juste post-coloniale ne dépassait pas les 5%. Hein. C'est-à-dire que moi, l'année où j'ai passé le baccalauréat, je ne sais pas si Balmamadou peut me corriger, nous étions à peine une quarantaine, je crois, quelque chose comme ça, à avoir eu le bac en 68. Et donc, vous voyez un peu l'extrême modicité du niveau démographique du système. Et donc, les ruraux arrivés en ville sont extrêmement demandeurs, ou en ville ou dans les villes semi-petites ou grandes, étaient extrêmement demandeurs de services sociaux, de scolarité, de protection, d'emploi. Et donc, l'arabisation pouvait apparaître comme une manière de début de solution à ce problème. Manque de bol, je dirais, pour parler familièrement, ça a été l'occasion de sous-traiter l'ensemble de l'appareil presque au système de la mahadra. Et la mahadra, même si elle a des vertus, n'est pas vraiment un outil d'extrême modernisation, parce qu'elle était portée par une sorte de caste qui se reproduisait entre hommes d'un certain groupe. Les femmes en étaient pratiquement exclues, les haratines, les autres groupes étaient pratiquement exclus de ce système. Et donc ça va casser un petit peu la logique bureaucratique qui était à l'œuvre, le reste de la logique bureaucratique qui était à l'œuvre dans l'héritage colonial français. Là aussi je défends un petit peu, mais que l'autre le tout, que je défends un peu mes anciens maîtres. Et donc, ce système va perdre sa légitimité bureaucratique. C'est-à-dire que l'arabisation va contribuer à casser
Et elle va ouvrir, je crois, les vannes beaucoup plus grandes à la cooptation sur des bases qui ne sont pas bureaucratiques. Et elle va aussi être utilisée de façon raciste et raciale contre les communautés noires, non pas parce qu'elle n'avait pas elle-même un patrimoine arabe qui n'était pas négligeable, mais parce qu'à l'époque, c'était aussi un enjeu de nationalisme entre ceux qui voulaient arabiser la Mauritanie complètement et ceux qui pensaient qu'elle pouvait être un pays multiracial, multiethnique, dans lequel on pouvait prendre des dispositions et s'organiser autrement que de priver les gens de leur statut de mauritanité. Alors, j'aurais dû dire quelque chose peut-être, oui, non. De tout ce qui précède, donc, il se dégage que pour la plupart des Mauritaniens, je crois, d'aujourd'hui, les oppositions socialement pertinentes ne sont pas celles qui se rattachent aux antagonismes de classe, comme vous l'aurez deviné, mais vraisemblablement celles qui distinguent riches et pauvres, lues et interprétées à travers la grille des appartenances ethniques, tribales et statutaires. C'est ça que les gens, je crois, voient. Et quand ils écoutent le communiqué du Conseil des ministres du mercredi, les nominations sont d'abord lues à la lumière de ce prisme de la région, du groupe, de la tribu, etc. Et non pas en fonction. Parfois, on ajoute les titres universitaires ou techniques des personnes, mais ça ne trompe pas grand monde, parce que quand on dit maîtrise d'économie ou je ne sais pas quoi, les gens disent tribu quoi, vous dites. Bon, donc, c'est pas tout à fait le... Bon, quelques mots de l'évolution étatique. Et là, je vais commencer à entrer dans des choses très dangereuses, enfin embêtantes, parce que je vais dire des méchancetés pour tout le monde. Sur l'évolution étatique de la Mauritanie post-coloniale. La Mauritanie a été constituée en colonie en 1920. Elle était gérée à partir de Saint-Louis, avec une administration qui est restée très longtemps mauritano-sénégalaise. D'ailleurs, certains de ces services ont continué longtemps à rester mixtes, à rester, disons, pour les deux pays. Par exemple, le service des eaux et forêts, très important pour les Français, parce que c'est là que ça prend vraiment l'éthos bureaucratique. C'est vraiment une corporation qui a des casquettes et qui sait fonctionner comme une bureaucratie. C'est assez surprenant. Et quelque chose a été hérité de ça, d'ailleurs, dans les deux pays. Mais la colonisation française n'a pas agi de la même façon à l'égard des différentes composantes de la population mauritanienne, parce qu'elle n'était pas elle-même, elle n'avait pas le même mode de vie, elle ne fonctionnait pas de façon semblable, et n'ont pas été colonisées exactement à la même période. Les communautés noires du sud de la Mauritanie, comme vous le savez, ont commencé à être colonisées presque à partir des années 1890. Déjà même à l'époque de Faidherbe, c'est-à-dire à partir de 1857, une bonne partie de la rive sud du Sénégal était tombée entre les mains des Français. Et progressivement, ça va s'avérer. En 1890, en tout cas, l'affaire était vue, à peu près, pour ce qui est de l'ensemble de la vallée du Sénégal. Alors que pour les communautés maures, c'était plus compliqué, parce que d'abord, ils n'avaient pas grand-chose à proposer. C'était des nomades qui erraient dans des déserts extrêmement vastes et difficiles à contrôler. Et l'essentiel était de se prémunir contre leur déprédation, parce que la razzia était une sorte de mode de vie dans ces communautés, souvent. Et les Français, même après qu'ils aient occupé la partie saharienne, vont pratiquer une sorte de ce que les Anglais ont appelé une direct rule, une sorte d'administration indirecte qui s'appuyait sur les chefferies tribales et qui va être assez sensiblement différente de l'administration directe qui va être imposée aux populations du Sud, avec notamment la conscription, le service militaire éventuel, l'impôt cédulaire, des formes de recensement aussi relativement précoces, etc. Et tout ça va répercuter dans l'évolution politique qui va aussi être différentielle entre les deux régions, même si à partir de 1946, avec les premières élections très restrictives, il n'y a eu qu'une dizaine de milliers de gens qui ont participé à ces élections, et qui inauguraient aussi le sentiment de manipulation et d'interférence de l'administration, parce que tout le monde savait que l'administration était très active là-dedans, et ça va inaugurer une tradition d'interférence assez profonde de l'administration dans le système électoral. Mais on va commencer à voir se dessiner à partir de ce moment-là un début de nationalisme, notamment représenté peut-être par des franges de la JM et de la jeunesse mauritanienne et de la NAHDA, opposés au parti gouvernemental, qui était le parti d'administration, l'UPM-PRM, et l'institutionnalisation par la suite assez rapide du parti unique. Tout ça, en principe, il voulait brider les appartenances ethniques et tribales, le parti du peuple. C'est ce qu'il disait en tout cas. Et d'ailleurs, il a introduit quelques mesures qui ont été des mesures assez brutales pour certains, c'est-à-dire les notables traditionnels, par exemple la volonté d'extinction des chefferies traditionnelles, et ce qu'on avait appelé la signature en blanc des démissions des députés élus pour s'en débarrasser dès qu'ils ne marchent pas exactement avec le parti officiel.
Et vous avez quelques notables très importants qui ont été comme ça écartés. Moi, j'ai ma petite interprétation bourdieusienne sociologique sur cette affaire. Je crois que les gens qui ont bousculé ces grandes chefferies étaient eux-mêmes issus de ce que Bourdieu appelle une couche dominée des classes dominantes, c'est-à-dire des gens issus des milieux maraboutiques, disons, de seconde, pas tout à fait de premier rang, comme Bourtal Dada et certains de ses proches, la plupart. Et ils n'étaient pas mécontents, un petit peu à l'ombre de leurs anciens patrons coloniaux, qui leur ont donné un petit peu le mot, de se débarrasser de ces grandes, ce qu'on pourrait appeler des grandes féodalités, et pour tenter d'instaurer un début de bureaucratie qui ressemblait un petit peu à quelque chose qui va, à laquelle ils ne vont pas tout à fait réussir. Mais le système va assez rapidement se verticaliser, et je crois que l'arrivée des militaires au pouvoir ne va pas contribuer puissamment à le rendre divers. Malgré les apparences que l'on va voir à partir de 1991, et l'inauguration de ce que moi je serais tenté d'appeler une sorte de monolithisme démocratique ou d'autoritarisme compétitif, dans lequel il y a une apparence d'autorité qui veut bien accepter une certaine forme de relative pluralité de surface, mais qui en réalité contrôle quand même la machine assez fortement. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les sphères politiques dominantes, si vous regardez bien, entre le Parti du Peuple et jusqu'à présent, on est à peu près dans les mêmes horizons. On n'a pas puissamment modifié ce dispositif, ce qui veut dire que les élections... Ça ne veut pas dire que les élections n'ont pas de poids et d'importance, hein, parce qu'il y a un anthropologue américain qui s'appelle Gers qui parle de l'état impresario. Le côté mise en scène lui-même et dépense d'énergie, dépense de moyens, de légitimation, y compris d'ailleurs les déplacements, ce qui se faisait pas mal, je crois, notamment à Ouïa, les déplacements du président lui-même, qui était une sorte d'autocratie directe, je dirais, enfin une sorte de... l'arrivée du chef de l'État dans un décor qui était un petit peu presque royal, avec une volonté d'allégeance directe des populations. Et tout ça participait au système électoral et en avait une part d'importance. Mais j'arrive là à la période où sont se déclenchées malheureusement aussi ces conflictualités ethniques, parce que l'ouverture, ça a été observé partout en Afrique. Le processus de la Baule de 1991, je crois, à partir de 1991, Mitterrand, vous savez, a dit, allez, on a fini avec les régimes franco-africains, etc., il faut que tout le monde se démocratise, il faut que... Bon. Et les gens se sont dit, pourquoi pas, on va faire des partis, des élections, on va faire des assemblées, tout ce que vous voulez. Mais c'était quand même pas... Les gens n'y croyaient pas profondément, c'était pas une affaire qui... je crois, et ça s'est fait un petit peu de manière un petit peu bâclée et préparée, et surtout, ça a ouvert les vannes à des contradictions qui n'étaient pas très attendues, mais dont on pouvait soupçonner qu'elles vont se développer, c'est-à-dire notamment les confrontations ethnico-tribales, parce que le langage politique dominant, c'est-à-dire l'offre politique dominante, était celle-là, on s'exprimait en ces termes-là, et donc ça va donner lieu à... Et qui sont d'ailleurs fondés aussi sur des faits réels, hein, c'est-à-dire que la stigmatisation, par exemple, de ces communautés noires à partir de 1986 déjà, avec ce coup d'État raté qui n'a pas connu de début d'exécution, avec la situation qui a été faite aux prisonniers de Walata, qui était d'une humanité absolument terrible, hein, vous savez, ces gens qui sont morts à la prison de Walata, et le début d'ostracisation des communautés noires qui commençait déjà à se marquer à cette époque-là, de même que vous aviez aussi, et ça se maintient encore jusqu'à présent, c'est observable, ça c'est de la sociologie de l'ONU, si vous voulez, la marginalité économique et sociale des groupes haratines jusqu'à présent, parce que si vous regardez les chantiers où qui travaillent, si vous regardez les quartiers les plus démunis qui s'y trouvent, tout ça c'est des choses à l'œil nu qui justifient aussi que ce que j'appelais la mélanisation du politique trouve à s'enraciner dans des choses qui ne sont pas des fictions. Même s'il y a une partie de fiction dans ce type de regroupement et dans sa façon de se proclamer et de s'appeler. Alors, on en vient maintenant à dernière remarque peut-être avant d'arriver au vol. Oui, voilà. Mais on peut laisser peut-être la deuxième partie.